J'ai bien lu mes notes, journaliste, spécialisé à la fois sur le Proche-Orient, mais aujourd'hui je crois que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'Inde. Et donc, vous êtes en mesure de nous faire profiter, et faire profiter tous mes collègues de toutes les informations que les voyages, enquêtes et missions ont dû vous conduire à faire dans cette région où je suppose on ne se sent pas forcément en sécurité tous les jours. Mais peut-être vous allez accessoirement et anecdotiquement pouvoir nous en parler. Vous avez la parole. Bonjour, donc moi je vais faire le prélude à la conférence inaugurale du coup. Je suis effectivement journaliste RFI. Professionnellement, je ne voyage plus beaucoup, mais je l'ai fait pas mal les années précédentes et j'ai commencé ma vie professionnelle comme freelance, correspondant basé à Bahreïn pour l'ensemble des pays du Golfe. Un grand nombre de médias, c'était très impressionnant. La rémunération l'était beaucoup moins, mais c'est comme ça qu'on commence sa vie professionnelle. Henri Laurence devait parler, et il va nous parler du système du Moyen-Orient. Moi, je vais vous parler d'un sous-système. Normalement, l'analyse systémique étudie les relations entre différents sous-systèmes, mais ne rentre pas dans les sous-systèmes eux-mêmes. C'est les relations qui sont examinées. Les sous-systèmes sont appelés des boîtes noires, justement parce que c'est pas très important de savoir ce qui s'y passe. Moi, je vais ouvrir la boîte noire de la péninsule arabique pour voir comment ça se passe, et je vous dis tout de suite, c'est assez instable. Bon, j'ai donné un titre un peu amusant, Picrocole en Arabie. Picrocole, c'est ce roi qui était atrapilaire, qui lançait des conflits pour des choses qui n'en valaient pas la peine, et vous verrez que ça peut correspondre pas mal à ce qui se passe depuis déjà un certain nombre d'années dans la péninsule arabique, et surtout, ces petits conflits ont des conséquences énormes. Mini-conflits, méga-conséquences. Et c'est quand même une région qui, l'air de rien, a connu 3 conflits majeurs en 3 décennies. Si on prend la guerre en Irak, l'invasion du Koweït, et puis le renversement de Saddam Hussein, ce n'est pas tout à fait marginal, ça a impliqué beaucoup de pays tout à fait extérieurs à la région, ça a redéfini l'ordre régional, et cette instabilité régionale va de pair avec une exceptionnelle stabilité des régimes en place. Nous avons des dynasties qui sont en poste depuis très longtemps, et certains des souverains également. Je prends par exemple le sultan Qaboos d'Oman, qui a renversé son père en juillet 70, et qui est toujours, même s'il est malade et âgé, enfin il est encore actif, on l'a vu très récemment quand il a reçu Netanyahou, il est toujours aux affaires. Et d'autres qui sont des souverains récents sont en réalité aux affaires depuis très longtemps, puisqu'ils étaient ministres de leurs frères, de leurs demi-frères, de leurs pères, dans les régimes précédents. Enfin, c'est le même régime. On va voir que la péninsule arabique cumule des lignes de fracture bien établies et assez anciennes, la rivalité entre l'Arabie et l'Iran, par exemple, qui ne date pas de la révolution islamique, puisque c'était déjà le cas du temps du Shah d'Iran, ou la rivalité entre Bahreïn et Qatar, qui remonte à toute une série d'incidents dont les plus anciens peuvent être datés à la seconde partie du XIXe siècle, mais les dirigeants actuels, et notamment la nouvelle génération de dirigeants actuels, a ajouté de nouvelles sources de conflits à celles qui préexistaient. Donc je vais commencer par le sous-système le plus évident, qui est le Conseil de coopération du Golfe, dont le nom complet est Conseil de coopération des États du Golfe arabe. J'ai assisté à sa création à Abu Dhabi en mai 81, et c'était l'organisme du monde arabe qui fonctionnait le mieux. Il y avait 6 membres dont les régimes étaient similaires, qui avaient pour but, soyons clairs, essentiellement de défendre la pérennité de ces régimes. C'est un syndicat de dynastie qui s'est créé peu après l'éclatement de la guerre entre l'Iran et l'Irak, 2 puissances régionales qui les menaçaient, et pendant qu'elles étaient occupées à se faire la guerre, eh bien, les monarchies du Golfe ont décidé de se réunir au sein de ce Conseil de coopération du Golfe, et se placent, sans le dire, mais c'est quelque chose de très réel, sous la protection de l'extérieur, en l'occurrence principalement, pas uniquement, mais principalement, des États-Unis, à condition que ça ne se voit pas, puisque l'attitude de l'ensemble des monarchies du Golfe, Oman excepté, est de nier la présence militaire étrangère. Il faut qu'elle soit au-delà de l'horizon, même si tout le monde sait que, par exemple, la facilité navale qui se trouve à Bahreïn permet
à la 5e flotte des États-Unis d'intervenir très rapidement, eh bien, c'est juste la résidence de l'amiral américain parce que, théoriquement, il n'y a pas de base, ce sont des facilités. Évidemment, ça ne trompe personne, mais c'est ce qu'on appelle le démenti plausible. On n'en est plus du tout là. Dans la période actuelle, vous avez un axe intransigeant qui s'est développé avec 3 des 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, l'Arabie, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et à la tête de ce trio, il y a essentiellement les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Nous avons affaire à des dirigeants qui n'ont pas de réticence au conflit, alors qu'on peut dire que les dirigeants du Golfe étaient essentiellement, peureux serait peut-être exagéré, mais ils étaient très prudents et ils voulaient repousser le conflit, quitte à acheter, c'est la diplomatie du pétrodollar, leurs ennemis pour que les problèmes se passent ailleurs, mais pas chez eux. Là, on a 2 pays qui sont superbement armés, très bien financés, qui, dans le cas des Émirats arabes unis, a mené des conflits à l'extérieur, on ne le sait peut-être pas assez, mais l'armée des Émirats est intervenue en Bosnie sous commandement français pendant la guerre de Bosnie. Ils sont intervenus en Libye également. Maintenant, ils interviennent dans la Corne de l'Afrique. Certains ont surnommé les Émirats arabes unis la petite Sparte, avec sa propension à utiliser la chose militaire. C'est donc tout à fait nouveau. Et puis, bien entendu, ce qui divise le Conseil de coopération du Golfe, c'est l'attitude à l'égard du Qatar. Le Qatar, qui depuis que Cheikh Hamad a renversé son père en 1995 et a décidé de placer l'Émirat sur la carte par des actions assez hardies, par une politique de visibilité qui passe par toutes sortes de choses, de l'achat de clubs sportifs au lancement de la fameuse chaîne Al Jazeera, eh bien ça agace beaucoup les voisins, et notamment Bahreïn avec qui il y a une rivalité de toujours, mais aussi l'Arabie Saoudite, et même au-delà, puisqu'on raconte que quand le président Moubarak a rendu visite à Doha, il a demandé à visiter le siège d'Al Jazeera. C'était l'ancien siège qui était plus petit que l'actuel. Et quand il a vu que c'était juste une grande salle de rédaction avec un pupitre pour la présentation des journaux, il a dit « mais c'est donc de cette petite boîte d'allumettes que viennent tous les problèmes ». Et en effet, c'était une caisse de résonance, puisque toutes les oppositions arabes, pas seulement arabes, mais principalement arabes, et notamment des voisins, avaient table ouverte à Al Jazeera, qui fonctionnait de manière offshore, parce que bien entendu, cette règle ne s'appliquait pas au Qatar. La crise du Qatar a fragmenté fragmenté le Conseil de coopération du Golfe, et il y a 2 autres États du Golfe qui ne sont pas allés sur cette ligne dure. C'est le Sultanat d'Oman et le Koweït. Bizarrement, à la création du CCG, les 2 représentaient les extrémités de l'arc des politiques. Oman soutenait ouvertement une alliance avec les Occidentaux, et le Koweït se voulait une sorte de pays tiers-mondiste, neutraliste, non aligné. La guerre Iran-Irak a changé tout ça. Oman a gardé des bons contacts avec l'Iran de Khomeini, comme il en avait avec l'Iran du Shah, alors que le Koweït a cherché à se placer sous les parapluies étrangers, soviétiques, mais aussi américains. Et donc, au bout du compte, tous les 2, petits États, enfin, Oman n'est pas petit par la superficie, mais par l'influence comparée à l'Arabie Saoudite, voient leur intérêt dans une neutralité active, et surtout, ils connaissent très bien le risque qu'il y a de faire des compromis avec l'Arabie Saoudite, puisque le Koweït a failli être envahi dans les années 20, ce sont les Anglais qui l'en ont préservé, et le Sultanat d'Oman a eu de nombreux problèmes frontaliers, comme d'ailleurs à peu près tout le monde avec l'Arabie Saoudite. L'implosion du CCG n'est pas une fatalité, elle a été voulue. Elle a été voulue par l'Arabie et elle a été voulue par les Émirats qui viennent de loin. L'Arabie avait tenté dans un premier temps, en 2011 et 2012, de créer une union du Golfe, un petit peu sur le modèle de l'Union européenne. Enfin, bon, la disparité entre la taille de l'Arabie et de tous les autres montrait que cette union était une domination de fait et de droit même de l'Arabie. Bahreïn voulait se placer sous la protection de l'Arabie, puisque c'est le seul pays où ce qu'on a appelé les printemps arabes se sont véritablement manifestés avec la révolution de la place de la Perle. Prudemment, Qatar et Oman ont fait savoir qu'il n'en était pas question pour eux, donc le projet est mort-né, même s'il est revenu l'année suivante, il n'a pas abouti.
Et donc, puisque ça ne marche pas, eh bien, on se saisit de l'affaire du Qatar, et le 5 juin dernier, de l'année dernière, pardon, il y a eu cette rupture des relations diplomatiques. J'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai parlé de Bahreïn. Bahreïn est le seul État de la péninsule. Il y a eu un petit peu Oman, le Yémen est encore un cas à part. En fait, il n'y a que des cas à part finalement. Mais le seul pays, je dirais, classique des monarchies du Golfe où l'équivalent du printemps arabe s'est manifesté. Ce n'était d'ailleurs pas un mouvement d'importation égyptien ou tunisien, car l'intifada chiite à Bahreïn plonge très loin dans les racines et avait véritablement démarré à la fin 1994. Et on a vu une intervention militaire conjointe de la force bouclier de la péninsule, qui est la force du CCG, mais qui en réalité pour l'occasion n'était que saoudo-émirienne, avec 1500 soldats qui sont entrés le 14 mars 2011 sur le territoire de Bahreïn pour aider le régime à rétablir l'ordre. On a pu parler de doctrine Abdallah de souveraineté limitée par analogie avec la doctrine Brejnev s'agissant de la Tchécoslovaquie, puisque sur le papier en tout cas, c'est l'État qui a demandé l'intervention saoudienne. Ce qui est vrai, c'est qu'une partie de la famille régnante était très inquiète des pourparlers politiques qui avaient lieu entre l'opposition chiite et le prince héritier de Bahreïn. Il y avait eu 2 jours avant une mise en garde du secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, qui se trouvait à Bahreïn et qui disait « Non, l'Iran n'intervient pas dans la contestation bahreïnie, mais si vous continuez de rejeter les négociations, ce sera une self-fulfilling prophecy, une prophétie autoréalisatrice, et vous verrez qu'en effet, l'Iran interviendra. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc discutez. 2 jours plus tard, l'intervention des troupes montrait le peu de cas que faisait l'Arabie Saoudite et ses alliés de la position de l'administration Obama. Et dans les mois qui ont suivi, on a vu de nombreuses manifestations devant l'ambassade américaine à Bahreïn dénonçant l'ayatollah Obama. Ça vous dit un peu dans quel état d'esprit très anti-américain au sens administration Obama se trouvaient les monarchies du Golfe. Le Qatar. Alors, là aussi se conjuguent plusieurs choses, une rivalité très ancienne entre Bahreïn et Qatar. Si la Fédération des Émirats Arabes Unis, créée lorsque les Britanniques se sont retirés en 1971, ne comprend ni le Qatar ni Bahreïn, c'est tout simplement que la rivalité entre les 2 monarchies était telle qu'il était impossible de les mettre d'accord sur qui serait le premier président, où serait la capitale. Et donc les 2 ont repris leur autonomie et ont déclaré leur indépendance pendant que les 7 autres Émirats formaient la fédération. Le 5 juin 2017, on apprend au petit matin que l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, plus l'Égypte, rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ça s'était déjà produit quelques années plus tôt, mais ça s'était tassé. Mais ça ne s'arrête pas là. Un blocus est décrété, un blocus terrestre, naval et aérien. Alors, pour sa chance, le Qatar, qui est une péninsule, n'est pas bordé que de ces pays, mais ça complique quand même beaucoup la chose. Et les reproches en vrac sont véritablement des reproches qui viennent de loin et très puissants. On leur reproche évidemment la chaîne Al Jazeera, le soutien aux frères musulmans, qui était quand même l'armature d'une bonne partie des revendications des printemps arabes, le fait d'avoir une base militaire turque sur le sol du Qatar, c'est un accord qui a été passé en 2015, une diplomatie indépendante, au fond, et puis qui fait une bonne part à des relations normalisées avec l'Iran. Et là, je vais faire une entorse au principe que vous avez édité, je parlais un petit peu d'hydrocarbures. Il y a quand même une nappe de gaz très importante sous-marine entre l'Iran et le Qatar, qui se partagent à raison de 60% pour le Qatar et 40% pour l'Iran. Le Qatar appelle ça le dôme du Nord, le North Dome, et l'Iran appelle ça South Pass, la Perse du Sud, si vous voulez. Mais il n'y a évidemment pas de pointillés ni de muraille interne à la poche en question, et donc ça les oblige à avoir de bonnes relations, parce que toute attitude hostile de la part du Qatar vis-à-vis de l'Iran compromettrait l'exploitation de cette poche de gaz qui a fait la richesse actuelle du Qatar.
Et puis enfin, donc, le Qatar qui héberge les opposants qui peuvent passer à la télé sur Al Jazeera. 10 jours plus tard, le quartet antiterroriste, comme il se baptise, c'est-à-dire les 4 pays en question, publie une liste de 13 conditions. Alors on a parlé du traité de Versailles, je pense que le traité de Versailles était presque indulgent vis-à-vis de l'Allemagne, comparé aux 13 conditions qui sont soumises au Qatar pour exécution immédiate, et qui, grosso modo, mettent un terme à tout ce que je viens de dire. C'était évidemment inacceptable pour le Qatar, d'autant que si quelques États clients de l'Arabie Saoudite la suivent dans la rupture des relations diplomatiques, alors on va parler de la Somalie, du Soudan, de Djibouti, d'autres s'abstiennent, notamment en Asie, mais également au Moyen-Orient. Et par exemple, le Maroc, qui a pourtant de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, va entamer un pont aérien pour livrer de la nourriture et des médicaments. L'Iran met en place un pont aérien beaucoup plus important qui garantit au Qatar d'éviter la rupture des stocks alimentaires. Et d'autres pays, l'Inde, etc., continuent de commercer, d'ouvrir leur espace aérien, puisque maintenant on ne peut plus passer par l'ouest, il faut faire un grand écart par l'Iran et le nord. Ça va coûter très cher à Qatar Airways, mais la vie continue presque comme avant, et le Qatar a des poches très profondes qui vont lui permettre de tenir face à ce blocus. Et vous savez, quand on utilise un marteau-pilon pour écraser une mouche et que des mois après la mouche est toujours vivante, ben, celui qui utilise le marteau-pilon se sent un peu ridicule parce que la démesure des moyens utilisés est confrontée à l'échec de ces moyens, et c'est ce qui se passe puisque le Qatar tient bon. Et pourtant, Trump avait soutenu le blocus dans les premiers jours. Il a publié des tweets de soutien au blocus du Qatar avant que son secrétaire à la Défense et son secrétaire aux Affaires étrangères, l'un lui fait valoir que, eh bien, il y a quand même 10 000 hommes et femmes de troupes sur une base américaine au Qatar, la plus grande au Proche-Orient, et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Quant à Rex Tillerson, qui à l'époque était le chef de la diplomatie américaine, il a longtemps dirigé la compagnie Exxon, qui a des intérêts très puissants au Qatar, et donc Trump est quand même un peu revenu sur son sentiment initial qui était très favorable aux Saoudiens, mais surtout très hostile au Qatar. La médiation koweïtienne va échouer parce que l'Arabie et les Émirats n'en veulent pas. La médiation américaine, puisque à son tour Trump rentre dans la danse, va échouer. Il a enfin compris que s'il veut avoir un front uni contre l'Iran, eh bien, il faut quand même que les désaccords au sein du Conseil de coopération du Golfe prennent fin. Ça ne marche pas, et d'ailleurs le prince héritier d'Abu Dhabi, qui est un peu la tête pensante de tout ça, le fameux Mohamed Ben Zayed, qui était en France hier, MBZ, et qui a guidé son homologue saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, a tout simplement boycotté les États-Unis. Il devait aller en visite, il a refusé d'y aller. Pendant ce temps-là, il s'est promené un petit peu partout, à Moscou, en Europe, en Asie, en Amérique latine, mais pas aux États-Unis. Quant au Koweït et Oman, leur neutralité est de plus en plus bienveillante envers le Qatar, parce qu'ils ont bien compris que si le Qatar devait céder, ils sont les prochains sur la liste de ceux qui doivent s'aligner sur la position saoudienne. On a appris d'ailleurs que le Qatar a échappé à une invasion militaire. C'est l'émir du Koweït qui a lâché ça en sortant du bureau de la Maison Blanche, du bureau ovale. Et puis, on a appris plus récemment qu'il y avait un projet, il y a même des appels d'offres qui ont été lancés, de faire du Qatar une île en creusant un canal au pied de la péninsule qui transformerait véritablement le Qatar en une île. On ne sait pas très bien à quoi correspond ce projet autrement que pour manifester l'isolement du Qatar. Ce qui est amusant, c'est que île et péninsule en arabe, ça se dit de la même façon, c'est Al Jazeera. Et donc, on ferait de la péninsule qatarienne une île, mais ça s'appellerait toujours Al Jazeera. Donc, ils n'ont pas besoin de changer le nom de leur chaîne. Alors, tout ça ne tombe pas dans un désert historique. Il y a eu des précédents anciens, moi je vais rester sur les plus récents. En 87, la guerre Iran-Irak, qui avait soudé les 6 monarchies du Golfe, provoque des tensions entre elles. Entre ceux qui étant en but à l'hostilité de l'Iran, c'est le cas du Koweït, trouve que le CCG n'est pas assez globalement hostile, et ceux qui seraient tentés de faire preuve de conciliation
Et c'est le cas notamment des Émirats arabes unis, qui aujourd'hui sont à la pointe du combat anti-iranien, mais qui à l'époque étaient plutôt sur une attitude un peu complaisante, serait très exagérée, mais en tout cas de compromis. Et puis l'année d'après, en 86, il y a eu entre Bahreïn et Qatar un affrontement armé très bref, mais une petite guerre, picrocolline, pour reprendre la thématique, pour quelques îlots qui se trouvent au large du Qatar, mais sous souveraineté bahreïnienne. Ce sont les îles Hawar, et il y a des rochers qui affleurent à marée basse, qui sont couverts à marée haute, à Fash El Dibel, et on a envoyé des hélicoptères. Chacun d'ailleurs a soutenu ses poulains. La France a soutenu le Qatar et la Grande-Bretagne a soutenu Bahreïn. On dit même qu'il y avait des Français dans les hélicoptères qataris. Alors, évidemment, il y a du gaz en dessous, et peut-être du pétrole. Mais surtout, ça montre bien que les problèmes dynastiques, presque tribaux, qui opposent ces pays, n'ont pas disparu avec la création du CCG. La médiation saoudienne n'aboutira pas parce que l'Arabie saoudite, qui a été chargée par les deux de trouver une solution, préfère ne pas se prononcer pour ne se fâcher avec personne. Et résultat, bien entendu, ils se sont fâchés avec les deux. Et le sommet de Riyad qui se tenait à la fin 87 a été complètement gâché à cause de cette hostilité entre Bahreïn et Qatar. Et finalement, ça va se résoudre des années plus tard devant la Cour internationale de justice. Cette querelle entre Bahreïn et Qatar paralyse les années suivantes le Conseil de coopération du Golfe. Et je vais prendre un autre sommet qui s'est tenu à Doha en décembre 1990. On rembobine, décembre 1990, on est 5 mois après l'invasion irakienne du Koweït, et à quelques semaines du lancement de l'opération Tempête du désert contre l'Irak. Donc on aurait pu penser que ça occuperait les conversations des 6 chefs d'État qui se réunissent à Doha. Eh bien, pour l'essentiel, ils ont parlé de ce différend entre le Qatar et Bahreïn. Parce qu'au fond, pourquoi ils auraient parlé de l'Irak et du Koweït? Puisque le problème et sa solution avaient été en quelque sorte sous-traités aux puissances de la coalition dirigée par les États-Unis. Mais ça montre aussi l'inversion des priorités par rapport à ce qui paraît rationnel. On parlait de rationalité là-dedans. Il y a deux types de rationalité, celle qui consiste à dire j'ai fait un contrat de mercenariat avec les grandes puissances et donc je n'ai pas à m'occuper de la manière dont ça va être résolu. C'est effectivement très rationnel. On peut y voir une part d'irrationalité où l'ego et les batailles de voisinage pour quelques herbes et pommes qui dépassent dans le jardin d'à côté prennent le pas sur le fait que tout le quartier est menacé de démolition. On aurait pu penser que l'invasion du Koweït et la restauration de la monarchie koweïtienne après l'opération militaire auraient apporté une sorte de saut d'intangibilité aux frontières de la péninsule. C'est tout le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que ces frontières, presque pas démarquées et pour beaucoup pas délimitées, eh bien, sont redevenues un sujet ouvert. Le tabou avait sauté. Et l'Arabie saoudite, dont les frontières ont été délimitées finalement très largement par l'opposition que la Grande-Bretagne, puissance de l'époque, lui avait imposée, au nord avec la Transjordanie, l'Irak et le Koweït, et au sud avec le Yémen. Il faut se rappeler quand même que les forces militaires d'Ibn Saoud, commandées par Faisal, se trouvaient à Hodeïda, et c'est une canonnière britannique qui leur a dit on arrête, on ne va pas plus loin. Et les frontières de l'Arabie saoudite avec le Yémen ont été délimitées en 1934 par le traité de Taïf, c'est-à-dire 2 ans après la création du royaume. Et quand je dis frontières délimitées, l'accord de Taïf ne donne pas de coordonnées géographiques, il y a une liste des tribus et de leurs allégeances. Et vous savez que les allégeances des tribus, c'est quelque chose qui peut changer. Donc il suffit qu'une tribu frontalière change d'allégeance et la frontière change avec elle. Donc tout ça a été très fragile, et finalement ça arrangeait bien l'Arabie saoudite, parce que des frontières non délimitées, ça favorise le pays qui est le plus fort. Et on a vu la preuve de cette instabilité avec des incidents. Je pense en particulier à l'incident qui s'est produit dans une toute petite localité dont le nom est devenu célèbre à l'époque, mais que personne ne connaissait avant, Rafous, qui est une sorte de village à la frontière entre le Qatar et l'Arabie.
Et cet incident a fait 3 morts. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça a pu arriver ailleurs, dans la zone des 3 frontières avec les Émirats et Oman. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que le Qatar, à cette date-là, se met à le crier sur tous les toits, monte au rideau et en fait une affaire d'ampleur internationale. Du coup, il y a une médiation égyptienne qui est tranchée plutôt à l'avantage du Qatar, avec l'argument que quand il y a un combat qui oppose un grand et un petit, c'est le grand qui doit faire des concessions. Et c'est la position notamment que développent les Émirats arabes unis à l'époque. Je dis tout ça parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui l'attitude est différente. Et ça culmine avec un différend frontalier jamais résolu au moment où l'accord de Taïf, le traité de Taïf va expirer, puisqu'il avait été conclu, mais en année lunaire, en année islamique, et donc il devait expirer, je crois, en 95. Et donc les tensions à la fin du mois dans le courant du mois de décembre 94 entre le Yémen et l'Arabie Saoudite sont telles qu'on pense qu'une guerre peut intervenir dans la foulée de la guerre civile yéménite, en sachant que l'Arabie Saoudite a soutenu les séparatistes sudistes, puisque l'unité du Yémen, évidemment, n'était pas une bonne affaire pour elle. Eh bien, du coup, l'Arabie change complètement d'attitude et se décide à prendre le taureau par les cornes et de régler tous ces différents frontaliers. Il y aura le traité de Jeddah en 1995, signé par le président yéménite Ali Abdel Hassan et le roi Fahd, et puis l'accord de 65 avec le Qatar, et puis d'autres accords, l'accord de 74 avec les Émirats arabes unis, et la zone neutre avec le Koweït. Enfin, tout ça est remis sur la table, et non seulement les frontières sont délimitées, mais on commence même à les démarquer, ce qui est pour le plus grand bonheur de compagnies anglaises, françaises et allemandes qui sont spécialisées en la matière, et avec le GPS. N'empêche que la leçon de tout ça, c'est que le CCG, il est mort. On peut toujours remettre des compteurs à zéro, dire qu'on se réconcilie. Je crois qu'on est allé beaucoup trop loin depuis quelques années, notamment depuis juin 2017, excuse-moi. La crise est trop profonde pour qu'on puisse s'en remettre. Des choses définitives ont été dites et faites. Le dernier sommet du Conseil de coopération du Golfe a été boycotté par tous les chefs d'État, sauf le pays hôte, le Koweït et le Qatar, qui a envoyé son émir. Bon, le sultan Qaboos, il est vieux et malade, il a des excuses, mais les autres ont envoyé des sous-fifres du ministère des Affaires étrangères et le sommet n'a donné aucun résultat. Et surtout, si on se rappelle que le CCG était né pour protéger les dynasties au pouvoir dans la péninsule arabique au-delà de leurs différends, eh bien ce syndicat de dynastie ne remplit plus sa tâche, il ne fait plus ce pourquoi il avait été créé. Et dans 2 pays au moins, il y a des inquiétudes très prononcées pour la succession. Au Koweït, où l'émir est âgé, et donc la question de la succession va se poser. Et en Oman, où le sultan Qaboos est lui aussi âgé et malade, il a été traité pour un cancer en Allemagne il y a 2 ans. Et même si on l'a vu recevoir Netanyahou il y a quelques semaines, la question de la succession se pose. Or, en Oman, il n'y a pas de prince héritier. Il y a, semble-t-il, une enveloppe scellée avec 2 noms qui a été remis au conseil de famille par le sultan. Mais enfin, aussi bien le Koweït qu'Oman soupçonnent l'Arabie Saoudite de vouloir interférer dans la succession le moment venu et créer de l'instabilité pour mettre des gens à sa dévotion. La guerre du Yémen. On en parle beaucoup depuis un peu plus d'1 mois, du fait principalement de l'assassinat de Jamal Khashoggi. On en parlait un petit peu aussi avant, mais pas partout. Entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est une relation ancienne et très complexe. Il n'y a pas un seul Yéménite, aussi inculte soit-il, qui ne se considère pas comme l'héritier de la reine de Saba et qui toise de haut les Saoudiens, même les plus riches. Il y a une légende qui court, et comme toutes les légendes, je ne sais pas quelle est la part de vérité, mais sur son lit de mort, le roi Abdelaziz, M. Saoud, aurait rassemblé tous ses fils et leur aurait tenu le propos suivant: le bonheur du royaume réside dans le malheur du Yémen. Et au fond,
il n'est pas très important de savoir s'il l'a vraiment dit. Ce qui est important, c'est que tous les Yéménites, sans exception, sont persuadés que c'est vrai, et que même si ça n'est pas vrai, tout le comportement de l'Arabie saoudite justifie cette légende. Et je me rappelle un journaliste saoudien assez important me disant au début des années 92, quand je discutais de ça avec lui, de toute façon, le Yémen, c'est un problème intérieur pour nous. Il ne considère pas que le Yémen est un pays étranger. D'ailleurs, les Yéménites n'avaient pas besoin de visa pour vivre et travailler en Arabie saoudite jusqu'à leur expulsion massive en 1990, parce que leur président avait des sympathies pour Saddam Hussein. Et donc, c'est un problème intérieur, et l'Arabie saoudite s'est toujours mêlée des questions internes au Yémen. Alors maintenant, on va faire un sort à cette histoire de chiites sunnites. J'entends tous les jours les rebelles chiites houthis. Ça n'a aucun sens. Alors techniquement, oui, les Houthis sont chiites, mais ce sont des zaïdites. Alors, les zaïdites, ils ont une pratique, je ne suis pas un expert du zaïdisme, mais ils ont une pratique religieuse qui les rapproche davantage de certaines écoles sunnites que du chiisme duodécimain qu'on connaît en Iran, en Arabie saoudite, à Bahreïn et au Liban. Alors il faut bien avoir en tête qu'en 1962, quand l'imama a été renversé par une révolution républicaine, par le général Salal était soutenu par Cheikh Abdallah al-Ahmar, le président de la confédération tribale des Hached, qui plus tard sera abondamment subventionné par l'Arabie saoudite, tandis que l'Arabie saoudite apportait son soutien à l'imam Badr, c'est-à-dire l'imam zaïdite, donc chiite, si on suit la logique actuelle, et on voit bien que si l'Arabie saoudite a soutenu un roi chiite contre des généraux et des chefs tribaux sunnites, c'est que l'explication qu'on nous donne aujourd'hui n'a pas beaucoup de sens. Et elle n'a pas beaucoup de sens. On continue, donc l'explication religieuse ne tient pas, en tout cas elle ne tient pas pour ce qu'on fait valoir habituellement. L'explication politique non plus, au sens idéologique en tout cas. Parce que depuis 1994, l'Arabie saoudite a soutenu avec une belle constance les anciens dirigeants communistes du Sud-Yémen. Donc là aussi, on voit bien qu'il n'y a pas de logique idéologique à trouver là-dedans. La seule logique, et elle est évidente, c'est que ça affaiblit le Yémen unifié, et donc tout ce qui peut affaiblir le Yémen est bon pour l'Arabie saoudite. C'est si vrai que quand les fameux Houthis défient le président Ali Abdallah Saleh en 2008 et 2009, l'Arabie saoudite viennent apporter le secours de leurs bombardiers au président, sans aucun résultat d'ailleurs. C'est-à-dire que les Houthis résistent à ces bombardements et survivent aussi fort qu'avant. Mais ce même président Ali Abdallah Saleh, qui va être victime d'une bombe et soigné en Arabie saoudite et qui rentre après avoir dû laisser son poste à son ancien vice-président, n'accepte pas d'être dépossédé. Et donc il fait alliance avec ses ennemis Houthis, et c'est lui et son armée qui lui est resté fidèle, qui, en alliance avec les Houthis, va permettre cette conquête et de la capitale Sanaa en septembre 2014, et plus tard les gains territoriaux très avant dans le sud. Et c'est là que nous avons l'arrivée au pouvoir de roi Salman en janvier 2015, qui nomme son fameux MBS de fils à la défense. À l'époque, pas grand monde le connaît, mais il veut se faire une place dans la lutte pour la succession, et donc à la tête des forces de défense saoudiennes, il lance cette fameuse coalition d'une dizaine de pays arabes et musulmans contre le Yémen, qui commence les bombardements le 25 mars 2015, et on y est encore aujourd'hui. Sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de soldats saoudiens, il y a en revanche des Bahreïnis, il y a des Émiriens, il y a même des Qataris. Il y a surtout beaucoup de Tchadiens et de Soudanais. Et quand on parle des morts de la coalition, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder, encore que les Bahreïnis ont perdu 50 hommes et les Émiriens pas mal. Les Saoudiens pas trop, parce qu'eux, ils bombardent d'en haut et ils restent à la frontière pour l'essentiel. En revanche, côté yéménite, vous avez sûrement entendu le chiffre de 10 000 morts, c'est le chiffre que donnait l'ONU en 2016. Mais dernièrement, on a appris que rien que les enfants morts, on était à 85 000. Les morts directs de bombardement, je ne sais pas, on est peut-être à 50, 70, 80 000, personne ne le sait vraiment. En tout cas, ceux qui le savent n'ont pas rendu public. Des centaines de milliers de blessés. L'UNICEF dit qu'un enfant meurt toutes les 10 minutes de famine et le choléra.
Et tout ça sur un pays qui, avant le début des bombardements, était déjà l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les pays occidentaux là-dedans, eh bien, à l'époque, l'administration américaine, c'est l'administration Obama, ce n'est pas Trump. Obama négocie secrètement en Oman avec les Iraniens pour aboutir aux fameux accords qui sera signés à Vienne en juillet 2015. Les Saoudiens viennent de l'apprendre, ils sont furieux. Et puis, on essaie de les enrôler dans la coalition contre l'État islamique, où quand même un certain nombre de personnalités de Bahreïn, de Koweït, d'Arabie Saoudite ont des attitudes pour le moins ambiguës, voire pas ambiguës du tout, en finançant, en apportant des valises de billets à Daesh, en Irak et en Syrie. Donc il faut les faire monter à bord. Et le compromis, c'est de fermer les yeux sur la guerre au Yémen, voire de les aider en livrant des armes et des munitions, c'est notamment le cas des États-Unis et du Royaume-Uni, et un peu aussi de la France, et en les conseillant en matière de renseignement sur les cibles à bombarder, et c'est le cas des Français et des Américains qui sont au centre de commandement pour choisir les cibles qui vont être bombardées. L'argument est que ça évitera les victimes civiles. Le bilan, je crois, parle de lui-même. On pourra en reparler éventuellement dans la discussion. Ces trois pays, France, États-Unis et Royaume-Uni, sont co-belligérants au Yémen, et ne pas le voir, ça peut nous amener à un aveuglement équivalent à celui qui fait qu'on n'a pas compris pourquoi l'Iran nous considérait comme un ennemi, alors que nous avions prêté des avions pour le bombarder au début des années 80. Les pertes sont très importantes également du côté de la coalition, mais comme je l'ai dit, on ne sait pas, puisque ce sont des Soudanais ou des Tchadiens pour l'essentiel. Il y a une rivalité sur les objectifs entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, mais ça n'est pas très important parce que pour le moment, ils continuent de coopérer ensemble. Et j'arrête là pour le Yémen, on y reviendra peut-être si vous avez des discussions. L'affaire Khashoggi, je vais être très bref parce qu'on en parle tous les jours et donc que vous avez suivi, c'est directement la conséquence du fait que les Occidentaux ont regardé de l'autre côté sur la guerre du Yémen. À partir du moment où ce qui s'apparente à un feu vert permet aux Saoudiens de faire des dizaines de milliers de morts au Yémen, pourquoi ils considéreraient que faire la peau d'un traître devrait poser un problème? Alors là, on a affaire à deux choses. D'une part, l'incompréhension assez large du monde actuel par le principal dirigeant saoudien, Mohammed bin Salman, et puis ce sentiment que là aussi c'est une affaire intérieure. Comme quand il kidnappe le Premier ministre libanais, tout le monde a dit il a emprisonné, il a empêché le Premier ministre libanais d'être libre. Non, c'est un sujet saoudien, qui est une compagnie en Arabie Saoudite qui a fait faillite et qui est corrompue. Donc il ne voit pas où est le problème. Khashoggi, c'est un sujet saoudien qui vient d'être aux États-Unis, mais qui vient du cœur du pouvoir. Il a trahi, c'est une affaire intérieure à la famille, comme le Yémen est une affaire intérieure à l'Arabie Saoudite. Et je pense que là, on a la clé de cette incompréhension qui fait que des choses qui sont graves, mais qui devraient avoir une portée limitée, ont des conséquences colossales sur l'ensemble du système international. Et je pense que le moment est venu de parler du rapport avec les États-Unis. Le communiqué publié mardi soir par Donald Trump, bon, outre le fait que son style montre qu'il a été dicté par le président lui-même et non pas rédigé par quelqu'un d'autre, finalement il est assez en cohérence avec la politique pétrole contre sécurité, jusqu'à la caricature bien sûr, mais une caricature comporte toujours sa part de vérité. Il y avait de la part de l'ensemble des pays du Golfe, et plus largement de la quasi-totalité des pays arabes, une hostilité fondamentale à l'administration Obama pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, les négociations avec l'Iran, mais également et peut-être surtout le lâchage de Moubarak pendant les printemps arabes. Et j'ai parlé des manifestations à Bahreïn devant l'ambassade contre l'ayatollah Obama. Mohammed bin Salman et Mohammed bin Zayed ont joué un rôle clé, on le sait aujourd'hui, dans l'ascension de Donald Trump pendant la campagne, et ceci avant même que la convention républicaine le choisisse comme candidat. Et ils veulent obtenir le retour sur investissement. Et donc, ils organisent un gigantesque voyage en Arabie Saoudite, alors même que pendant la campagne,
les propos publics de Trump pouvaient penser qu'il était hostile aux musulmans, voire aux saoudiens, où il va rencontrer presque tous les chefs d'État musulmans de la planète. Et en fait, c'est quelques jours où on chante ses louanges et on lui promet une pluie de contrats. Et dans le communiqué publié mardi soir, reviennent encore ces fameux 110 milliards de dollars, même si pour l'instant la concrétisation est relativement limitée. Mais le soutien aveugle donné par Trump à l'Arabie Saoudite, qui a été nuancé après dans l'affaire du Qatar, et qui semble aussi commencer à tourner un petit peu sur le Yémen, parce que c'est quand même embarrassant tout ça, ça détourne tout le monde de ce qui est l'objectif principal, et le communiqué sur Khashoggi publié par Trump consacre les 2/3 de sa longueur à l'Iran. C'est l'objectif principal. Comment faire la guerre contre l'Iran si nos alliés naturels sont occupés par des guerres picrocolines? Et donc, il faut absolument que le Conseil de coopération du Golfe retrouve son unité. On avait cru que ça se dessinait un petit peu, mais il semble que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite n'y soient pas prêts, ce qui représente un coût colossal sur le plan politique pour les États-Unis. De leur point de vue, tout miser sur Trump comporte quelques inconvénients aussi. Premièrement, il n'est pas fiable. Ça, je pense qu'eux aussi commencent à s'en rendre compte. Deuxièmement, il n'est pas éternel. Dans un cas, dans 2 ans, c'est fini. Dans un autre cas, dans 6 ans, c'est fini. Mais spécialement avec un jeune prince saoudien qui envisage de régner pendant 40 ou 50 ans, il faut bien penser à la suite. Et surtout, ça sous-estime complètement le Parlement, le rôle du Parlement. C'est une erreur que ne commettrait pas Netanyahou, par exemple, qui cultive le Congrès et le Sénat depuis toujours. Mais lui, il est citoyen américain, il a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Mohammed Ben Salman méprise profondément les élus, et à partir du moment où il fait affaire avec le prince héritier américain Jared Kushner, où est le problème ? Le problème, il arrive aujourd'hui, c'est que la Chambre des représentants a changé de majorité, et que même des républicains sont prêts à faire un bout de chemin avec les démocrates pour prendre des sanctions contre les Saoudiens. Israël, comme on dit chez Facebook, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça fait déjà assez longtemps qu'il y a des relations discrètes, indirectes, plus ou moins indirectes, mais pas visibles. On a vu quand même, il y a quelques années, un ancien général saoudien à la retraite pavaner aux côtés de Dorigold, un diplomate proche de Netanyahou aux États-Unis. Mais plus dernièrement, ça remonte à 2 semaines, je crois, pas plus, un dirigeant du Qatar est arrivé à Gaza avec des valises bourrées de billets pour payer les fonctionnaires du Hamas avec le feu vert d'Israël. Et d'ailleurs, Lieberman, qui a démissionné, le ministre israélien de la Défense, qui a démissionné sur cette affaire, au mois de juin dernier, rencontrait à Chypre le ministre du Qatar des Affaires étrangères pour qu'il essaye de trouver une solution à la crise de Gaza. Donc on voit bien que les grands principes s'abritent derrière certaines solides réalités. Mais ce qui est vrai, c'est que les pays du Golfe se rapprochent ouvertement aujourd'hui d'Israël. Il y a quelques semaines, on a vu la ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev, accompagner une équipe de judoka israélienne, et l'hymne israélien a été joué à Abu Dhabi parce qu'elle était sur le podium, cette équipe. J'ai parlé de la visite de Netanyahou au sultanat d'Oman, où il a été reçu par le sultan Qaboos. Alors c'est vrai, c'était pas une première, c'était déjà arrivé il y a 22 ans. Il y a 22 ans, c'était les accords d'Oslo. Et donc on parlait, il y avait les conférences multilatérales, etc. etc. Aujourd'hui, le processus de paix israélo-palestinien, il est dans la situation que vous connaissez, et donc il n'y a même pas cette excuse-là pour avoir des rapports avec Israël. On se retrouve donc avec un triangle assumé entre États-Unis, Israël et pays du Golfe, avec en ligne de mire l'Iran. Et là, je vais arrêter là parce que j'ai été un petit peu long et que on ne sait pas ce qui va se passer sur l'Iran, mais moi je ne suis pas extrêmement optimiste. Je termine juste un mot sur le facteur turc. On a évoqué tout à l'heure le centenaire du démantèlement de l'Empire ottoman. Il est clair que Erdogan a très intelligemment joué de la situation et de l'opportunité donnée par l'assassinat de Khashoggi, en plus chez lui, la façon dont il a distillé toutes les informations pour reprendre sa place, la menace d'envoyer des soldats, et d'ailleurs il l'a fait, au Qatar après la rupture des relations par le fameux quartet antiterroriste. Aujourd'hui,
l'Arabie Saoudite est obligée de reconnaître la place de la Turquie. Et d'ailleurs, le roi Salman a envoyé le gouverneur de la Mecque, un fils de Faisal, pour essayer de limiter les dégâts. Il n'y est pas trop arrivé jusqu'à présent. Mais on voit bien que dans cet équilibre de sous-ensemble systémique que représente la péninsule arabique, eh bien, à nouveau, les erreurs internes ont provoqué l'arrivée d'acteurs externes, et l'arrivée de la Turquie me paraît être une illustration de ce point de vue-là. Merci, M. Dallage. En vous écoutant, j'ai l'impression que l'adjectif byzantin devient insuffisant pour parler du Proche-Orient, et je ne pense pas que ce que va nous dire Henri Laurent dans un mouvement que je salue vienne me démentir. Nous avons peu de temps, donc je donne tout de suite la parole à la salle. Petite dizaine de minutes. Qui a une question à poser? Oui? L'Iran est-il dangereux? Oui, il est dangereux comme toute grande puissance qui est aguerrie et qui a des ambitions. Mais il n'est pas dangereux comme on le dit. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, le soulèvement chiite à Bahreïn, l'Iran évidemment est très intéressé. Il faut se rappeler quand même que du temps du Shah, il y avait un siège réservé au majlis iranien pour Bahreïn, et que l'Iran de Khomeini considère également que Bahreïn devrait lui revenir. Bon. Il y a des agents iraniens à Bahreïn, mais fondamentalement, les chiites bahreïnis ne sont pas des agents de l'Iran, c'est-à-dire qu'ils sont des nationalistes bahreïnis. Les fameux Houthis, pro-iraniens, est-ce qu'il y a des rapports entre les Houthis et l'Iran? Réponse, oui. Question, depuis quand? Essentiellement depuis que l'Arabie Saoudite a dit qu'ils étaient les instruments de l'Iran. Donc là, il y a une opportunité fantastique, à peu de frais pour l'Iran, d'avoir un gain de puissance sans avoir investi le moindre effort, ou très peu. Bon, ils ont essayé d'exporter des armes, certaines ont été interceptées, pas beaucoup. De toute façon, au Yémen, il y a tout ce qu'il faut en matière d'armement. Il y a plus d'armes que d'habitants, y compris des armes lourdes. Et puis, encore une fois, de manière tout à fait dialectique, la révolte Houthi est née de l'exportation de prédicateurs salafistes par l'Arabie Saoudite qui du coup compromettaient le mode de vie traditionnel des Haïdites, etc., etc., etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'Iran, comme le dit encore Trump dans son communiqué d'avant-hier, est au cœur de la guerre du Yémen? La réponse que moi je formule catégoriquement, tant qu'on ne m'aura pas apporté la preuve du contraire, c'est non. Les bombardements que condamne parfois la France, sans jamais dire qui les fait, au Yémen, c'est l'Arabie Saoudite. L'Iran, certes, a prêté, peut-être envoyé des conseillers, il y a peut-être quelques militants du Hezbollah qui ont aidé les Houthis à se perfectionner, mais très franchement, c'est marginal. Si on regarde ailleurs, l'Iran a plutôt une politique de stabilisation régionale. Ils ont très peur d'être envahis. Ils ont quand même l'expérience de la guerre Iran-Irak. En Afghanistan, ils ont collaboré avec les Américains pour stabiliser le pays. Bon, ça n'a pas donné des très grands résultats, mais quand les Américains en ont besoin, ils savent s'adresser aux Iraniens. Donc l'Iran est dangereux parce qu'il y a une politique qui est quelquefois nationaliste et ils envoient des gens tuer les opposants à l'étranger, c'est vrai, mais ça n'en fait pas un facteur de rupture du système régional, mais ce n'était pas mon sujet. Moi j'étais dans le sous-système péninsule arabique et c'est pour ça que j'ai très peu parlé de l'Iran. Autre question ? Oui, bonjour, donc Marie-Claude Carrier. Tu nous as bien décrit la poudrière, les relations entre l'Arabie et les autres pays de la région. Finalement, on a l'impression, notamment quand on va sur place, on y était en janvier dernier, que cette poudrière, elle est ressentie vraiment par les gens du coin. Et il y a une très grande peur quand même que tout ça explose rapidement et une remise en cause finalement de ce qui s'est passé. Voilà, je te remercie. Merci pour ton témoignage. Alors, pour ceux qui s'étonnent de cette familiarité, nous étions ensemble à Bahreïn il y a maintenant 40 ans, quelque chose comme ça.
Et à l'époque, au moment où la guerre Iran-Irak a éclaté, on recevait des appels téléphoniques de nos familles qui disaient « Attention, soyez prudents, ne sortez pas ». Et nous, on disait « Non, non, les soldes viennent de commencer, on va au marché, ça se passe à des centaines de kilomètres d'ici ». Donc le fait qu'aujourd'hui, dans les monarchies du Golfe, cette incertitude, cette insécurité soit ressentie me paraît un indice à la fois assez nouveau et assez inquiétant. Merci pour le micro. Dans cette affaire Khashoggi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un comme Khashoggi, qui est issu du sérail de l'Arabie Saoudite, qui connaît parfaitement les mœurs et ce dont sont capables les dirigeants saoudiens, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas Daesh, mais c'est un endroit où on exécute publiquement, où on flagelle publiquement, en particulier les femmes qui ne sont toujours pas égales aux hommes. Alors, MPS, il a fait quelque chose de bien, il aurait le droit de conduire, mais pas de voter. Bon. Si. Ah. Enfin, le vote n'a aucune importance, mais maintenant ils peuvent voter. Ah bon, d'accord. Ça m'avait échappé, excusez-moi. C'est pas le fond du problème. S'il avait vraiment besoin d'aller dans un consulat saoudien, c'est-à-dire en territoire saoudien, pourquoi n'a-t-il pas choisi un consulat américain? Parce que est-ce que les MES, les Arabes, auraient-ils trouvé le moyen de faire la même chose si Khashoggi avait dit aux Américains « Je suis obligé d'aller chercher des papiers au consulat, j'y vais de telle heure à telle heure », est-ce qu'il serait arrivé la même chose qu'en Turquie? Parce que Erdogan a brandi l'étendard des droits de l'homme, la liberté de la presse, il se moque du monde. Oui, il se moque du monde, mais il a les outils pour le faire. Oui, je comprends. Eh bien, Khashoggi a demandé au consulat d'Arabie Saoudite à Washington de lui fournir ce document. Et l'ambassadeur saoudien à Washington, qui n'est autre que le frère cadet de Mohammed Ben Salman, Khaled Ben Salman, lui a dit pour ça il faut aller à Istanbul, puisque ta promise est turque, etc. Donc il est allé une première fois au consulat à Istanbul, ça s'est bien passé, mais on lui a dit il faut que tu reviennes pour que ton document soit prêt. Et rendez-vous lui a été donné à 15h ou 13h, je ne sais plus, le 2 octobre. Voilà. Pourquoi il est entré dans le consulat? Il est entré dans 2 consulats sans qu'il lui arrive rien, et la troisième fois, il lui arrive quelque chose. Il a présumé, il pensait sans doute que sa notoriété le protégeait. Et puis, très franchement, vu la stupeur dans laquelle tout le monde a été plongé, il y a peu de gens qui imaginaient que ce serait possible. En plus, ça se passait en Turquie, il est proche de l'AKP, il connaît personnellement Erdogan. Qu'est-ce qui pouvait lui laisser penser que ça arriverait dans ce consulat-là, à ce moment? Avec le recul, on se dit qu'il a été naïf, irresponsable, tout ce qu'on veut, mais sur le moment, il a quand même pris quelques précautions. Il a laissé son téléphone à sa fiancée, etc. Mais ça devait se passer normalement. Ça ne s'est pas passé normalement. Bien, pour tenir les horaires, j'ai cru comprendre qu'ils sont très contraignants. Monsieur Danage, merci. Vous avez ouvert vraiment des perspectives de réflexion tout à fait intéressantes.